Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Ils seront 11 candidats à la succession d'Ellen Johnson Sirleaf à la tête du Libéria lors des prochaines élections présidentielles d'octobre 2017. 11 profils aussi divers les uns des autres, parmi lesquels le Ballon d'Or 1995, George Weah, qui en sera à sa 3e tentative. Promotion des investissements féminins en Afrique. La Banque africaine de développement et la Société financière internationale se sont engagées à faciliter aux femmes l'accès aux prêts sur le continent afin qu'elles puissent développer leurs projets. Et puis au Burundi, les autorités se sont lancées dans une croisade morale. En effet, le ministère de l'Intérieur a annoncé que les concubins et les personnes vivant en union libre avaient jusqu'à la fin de l'année pour légaliser leur union. Mais tout d'abord, la Tanzanie et l'Ouganda ont signé un accord cadre pour la construction d'un pipeline d'exportation de pétrole brut d'un montant de 3,55 milliards de dollars. Ce pipeline devrait rentrer en service dans 3 ans. Il s'étendra sur 1445 km en partant de la région occidentale de l'Ouganda où des réserves de brut ont été découvertes en 2006 et cheminera jusqu'au port maritime de Tanga sur la côte tanzanienne au bord de l'océan Indien. Au Libéria, à 6 mois de l'élection présidentielle, 11 candidats se sont déclarés pour succéder à la présidente Ellen Johnson Sirleaf. Parmi eux, un ancien chef de guerre, une femme d'affaires ou encore une ancienne gloire du football international. Sharon Camara. Ils sont actuellement 11 candidats à s'être déclarés à 6 mois des élections présidentielles au Libéria. Ces prétendants à la magistrature suprême espèrent succéder à la présidente Ellen Johnson Sirleaf. Après avoir été élue à 2 reprises à la tête du pays, la première femme à avoir été présidente de la République en Afrique ne peut plus se présenter selon la constitution libérienne. Je pense que ces 2 mandats ont été non seulement un succès, mais également un succès dans le cadre du développement, je dirais. Parce que si vous voyez les infrastructures aujourd'hui du Libéria, telles que les infrastructures de la santé, l'éducation, la santé, l'hydraulique. Je pense qu'il y a beaucoup de domaines aujourd'hui dans lesquels il y a eu un développement vraiment raisonnable qu'on peut vraiment noter. Vous êtes sans savoir que quand on organise des élections, le régime en place, le côté que le régime en place se tient toujours a toujours gagné en Afrique. Parmi les 11 candidats figure l'ancienne star du football George Weah, reconverti dans la politique depuis 12 ans, l'ancien dirigeant de Coca-Cola pour l'Afrique, Alexander Cummings, ou encore Benoni Urey, l'homme d'affaires spécialiste de la téléphonie mobile. Magdala Cooper, l'unique femme en lice, s'est rendue célèbre grâce à son association caritative qui vient en aide aux enfants abandonnés. Le vice-président du Libéria, Joseph Boakai, qui est aussi candidat, est soutenu par la présidente Ellen Johnson Sirleaf. Je soutiendrai le vice-président Boakai dans toutes ses démarches sur la base de son programme présidentiel. Je lui apporterai tout mon soutien, mais il y arrivera comme j'y suis arrivé, en faisant campagne et en se battant. Dans un pays miné par la guerre civile, les défis pour le ou la future chef de l'État seront de maintenir la paix et de relever l'économie nationale. Malgré d'importantes ressources naturelles, le Libéria souffre encore d'un manque de développement des services de base tels que l'eau ou l'électricité. Et le pays reste marqué par l'épidémie d'Ebola qui a fait plus de 4000 victimes en 2 ans. La Banque africaine de développement et la Société financière internationale s'engagent à favoriser l'entrepreneuriat féminin. Les 2 partenaires de l'investissement féminin veulent promouvoir les activités économiques soutenues par les femmes. Idelette Mirabel-Bisson. Un mémorandum d'accord pour promouvoir les investissements des femmes en Afrique a été signé entre la BAD, Banque africaine de développement, et la Société financière internationale, SFI. Objectif, faciliter l'accès des femmes au financement afin de renforcer leur pouvoir économique sur le continent. Le protocole d'accord entre la BAD et la SFI, signé en marge des réunions annuelles de la Banque africaine, constitue une étape importante dans la réduction de l'écart de financement entre les femmes entrepreneurs et des hommes en Afrique. Les femmes remboursent leurs dettes. Elles sont bancables, mais le système bancaire ne leur prête pas. Nous voulons changer cela. Nous voulons encourager le système financier et permettre aux institutions de prêter aux femmes. La Banque africaine de développement estime que l'écart de financement pour les femmes d'affaires africaines s'élève à 42 milliards de dollars, dont un besoin de financement de 15,6 milliards de dollars pour celles qui opèrent dans le secteur agricole. Le constat qu'on peut faire, c'est que les femmes commencent de plus en plus à occuper des places importantes dans le développement économique du continent africain. C'est vrai que jusqu'à une période récente,
elles étaient reléguées à un second plan. Maintenant, on les voit donc dans des domaines spécifiques comme l'agriculture et de plus en plus surtout dans la transformation alimentaire. Et dans ces petites unités de production, elles créent déjà de l'emploi, donc ce qui contribue considérablement à réduire le taux justement de chômage dans les différents pays. La BAD prévoit de contribuer à travers ses institutions spécialisées au renforcement des capacités, à la formation, au partage des connaissances pour responsabiliser les femmes entrepreneurs en mobilisant près de 3 milliards de dollars sur 10 ans. À noter que le programme Banking on Women, où la SFI joue un rôle de catalyseur pour les partenaires et les institutions financières, permettra d'aider les entreprises dirigées par des femmes en Afrique. La Guinée équatoriale est devenue le 6e pays africain membre de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. Une adhésion à l'OPEP qui, selon les experts, permettra au pays d'amorcer un redressement de son économie considérablement impactée par la chute des cours de l'or noir. Reportage de notre correspondant Léopoldo Enemembaswe. La Guinée équatoriale est officiellement membre de l'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. La nouvelle a été rendue publique ce jeudi 25 mai lors de l'ouverture de la 172e conférence ministérielle de l'organisation qui a eu lieu à Vienne. La Guinée équatoriale devient donc le 6e pays africain membre de l'OPEP après l'Angola, la Libye, l'Algérie, le Gabon et le Nigeria. Le pays avait sollicité son adhésion à l'organisation en janvier 2017 après avoir accepté l'accord de réduction de 12 000 barils par jour. L'adhésion de la Guinée équatoriale dans l'OPEP est un succès. C'est un véritable honneur pour nous d'appartenir à l'OPEP comme une force positive dans le secteur énergétique mondial. Nous allons utiliser cette plateforme pour promouvoir les intérêts de tous les producteurs de pétrole et de gaz, notamment ceux de membres de l'OPEP. La Guinée équatoriale s'est engagée à une difficile diversification de son économie après la chute du prix des hydrocarbures sur le marché international en 2013. Selon les experts, l'adhésion du pays à l'OPEP est la meilleure plateforme dans la lutte de la récupération de l'économie nationale. Être membre de l'OPEP est important pour les pays comme le nôtre, dont les économies dépendent fortement de la production pétrolière. D'une part, nous prendrons part à la prise de décision de l'organisation et d'autre, nous bénéficierons des possibilités offertes par les pays membres. Maintenant, la Guinée équatoriale doit renforcer le secteur privé pour générer plus d'emplois et renforcer la diversification économique. À titre de rappel, la Guinée équatoriale affiche des ventes annuelles de pétrole de 10 milliards de dollars qui représentent 95% des exportations du pays vers la Chine, l'Inde, le Japon et la Corée du Sud. Au Burundi, les concubins et les personnes vivant en union libre sont invités à se marier avant la fin de l'année 2017. Une annonce du ministère de l'Intérieur qui intervient suite au mot d'ordre lancé le 1er mai par le président Pierre Nkurunziza en faveur d'une campagne de moralisation de la société. Pour des activistes de la société civile burundaise, ce mot d'ordre est une violation des droits de l'homme. Un sujet de la rédaction. Les autorités burundaises se sont lancées dans une croisade morale. Les couples burundais vivant en union libre ou en concubinage ont jusqu'à la fin de l'année 2017 pour légaliser leur union. Cette annonce du ministère de l'Intérieur intervient suite au mot d'ordre lancé par le président Pierre Nkurunziza le 1er mai en faveur d'une campagne de moralisation de la société. Au Burundi, la croissance démographique est galopante et la population n'a pas conscience de cette problématique. Il y a des deuxièmes, troisièmes femmes qui ne sont pas reconnues par la loi. Les Burundais doivent comprendre que chacun est responsable de sa vie. Nous voulons de l'ordre dans ce pays. Depuis lors, l'administration exerce une forte pression sur ces couples à travers tout le pays. Le gouverneur de la province du sud-est de Rutana a ordonné qu'une liste spéciale pour les personnes vivant en concubinage soit constituée d'ici le 22 juin 2017. Dans la province de Bubanza, au nord-ouest du pays, le gouverneur a exigé la mise en place de sanctions pour le moment non spécifiées contre les couples qui n'auront pas légalisé leur union d'ici la fin de l'année. Cela n'est pas du tout une priorité. La priorité au Burundi, c'est quoi? C'est la sécurité. Ça, c'est une forme de diversion qu'il est en train de faire pour distraire la communauté nationale et internationale, au lieu de s'attaquer à des questions fondamentales qui nous permettraient de rétablir la paix et la sécurité dans tout le pays. En attendant la fin de l'année 2017, les officiels ont commencé à organiser des mariages de masse pour respecter le souhait du président Pierre Nkurunziza. Des mesures que certains activistes de la société civile burundaise considèrent comme une violation des droits de l'homme. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.